On va passer à la deuxième battle de la journée et on va continuer de parler, je vous le disais tout à l'heure, on va continuer de parler de données et du fait de laisser des traces un peu partout sur nos passages. Deuxième battle qui s'intitule donc « Donner ses données, reprendre ses volets ». Et pour l'animer, cette battle, ce duel, cette joute, on avait dit tout à l'heure, j'appelle Gaspard Koenig, le bouillonnant intellectuel français Gaspard Koenig, fondateur du think tank Génération Libre, et Alexis Fitzjean, avocat au barreau de Paris, membre de la Quadrature du Net. Donner ses datas, ses données, reprendre ses volets. Merci à tous les deux, Gaspard et Alexis. Il est péchu la musique, hein. Voilà, un petit intermède musical sympathique. Premier round, donc les règles n'ont pas changé par rapport à tout à l'heure. Premier round, messieurs. Donner ces données, on le fait 10 fois, 100 fois, peut-être même plus par jour. Est-ce que c'est grave de ne pas savoir, de ne rien savoir de la traçabilité de ces données? Est-ce que vous avez fait le tirage au sort pour savoir qui commence? Oui, c'est monsieur qui commence. Ah ah, c'est donc Alexis. J'aurai le dernier mot. Oui, monsieur. Je vais aller m'asseoir et puis je vais regarder, je vais compter les points. Oui, Gaspard. On va donc commencer avec vous, Alexis, ce premier round. Est-ce que c'est grave, docteur, de ne pas connaître la traçabilité de nos datas? Bien évidemment que c'est grave, parce que nos données révèlent énormément de choses aujourd'hui sur nous. Elles révèlent des choses sur notre intimité, sur nos peurs, sur nos rêves, sur nos aspirations, sur nos amours, sur nos décisions, notre passé, notre futur, notre avenir. Énormément de choses sur qui on est, sur ce qu'on veut devenir, sur ce qu'on veut faire. Et ne pas avoir de traçabilité de nos données, ça ne nous permet pas d'avoir un contrôle effectif de ces données. Ça ne nous permet pas de savoir pourquoi elles sont utilisées, comment est-ce qu'elles sont utilisées, par qui est-ce qu'elles sont utilisées. Ça ne nous permet pas de savoir si elles sont dupliquées, si elles sont diffusées publiquement. Ça ne nous permet pas de savoir si elles sont utilisées contre nous, si elles sont utilisées contre la communauté. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui un problème de ne pas savoir comment tracer nos données et la manière dont elles sont utilisées aujourd'hui. Gaspard, ça vous inquiète ou pas? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'ait pas le contrôle sur la manière dont les données circulent. Mais on ne va pas s'amuser, évidemment, en admettant que ces données soient traçables, on ne va pas s'amuser tous les jours à regarder ce qu'on a fait des millions de données qu'on a dispersées. Il y a un petit plugin que vous pouvez installer sur le site de Myco, qui est une coopérative de data, et qui vous montre tous les mouchards que vous avez sur votre écran en permanence. Et donc vous vous mettez sur le site, j'en sais rien, de Le Monde, et puis vous voyez qu'en fait vous avez plus de 150 mouchards qui envoie vos coordonnées IP, ce que vous regardez, la manière dont vous cliquez, voire même la position de la souris, partout dans le monde, et c'est marqué, c'est officiel, et évidemment c'est légal, puisque c'est des cookies, vous avez cliqué sur les terms and conditions, etc. Donc évidemment, on imagine ces datas, il y en a tellement, et elles vont dans tellement d'endroits, que la question, c'est pas de savoir tellement si elles sont traçables, la question, c'est plutôt de pouvoir, en amont, déterminer soi-même quelles sont les conditions que l'on pose pour l'utilisation des datas. Et de pouvoir dire, et ça revient à la question qu'on abordera plus tard, mais enfin tout est lié, à la question du droit de propriété. C'est à partir du moment où je peux la marquer, ma data, où je peux dire, elle est à moi. Ensuite, je peux déterminer à qui je veux la donner et dans quelles conditions. Après, savoir exactement ce qu'on en fait, à partir du moment où je l'ai marquée, je pourrais d'abord en tirer le profit qui me revient, et éventuellement regarder où elle va, mais personne ne va s'amuser à faire ça. Maintenant, mais ça, on va en parler dans le deuxième round, oui, mais bon, Gaspard. J'ai l'impression de me retrouver, parce qu'on s'est vu sur des plateaux de télé tous les deux, donc j'ai l'impression de retrouver d'anciens souvenirs. Non mais Gaspard, moi j'entends bien oui, on va décider, on va dire ce qu'on peut donner ou pas. Oui. Mais qui dans cette salle lit les conditions avant de dire à la fin oui, j'accepte? Ah, il y a quand même 3 mains qui se sont levées sur 5 sur 200. Précisément. D'abord, les conditions de PayPal sont plus longues que Hamlet.
Vous avez une étude de Carnegie Mellon qui montre que pour lire toutes les conditions d'utilisation sur lesquelles on clique, ça prendrait 170 jours de lecture continue par an. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas les lire, vous ne pouvez pas les comprendre, et bien sûr, vous ne pouvez pas les négocier. Et le problème, c'est que les lois actuelles placent la question en aval. Donc, vous arrivez sur le site, et là, c'est sur le site qu'on vous dit acceptez-vous. Évidemment, vous acceptez, franchement, soyons honnêtes. RGPD ou pas RGPD, on arrive sur des sites, il faut cliquer, on clique. C'est tout ce que le RGPD a changé. Donc, moi, je voudrais que ces conditions, on puisse les construire, nous, en amont, contractuellement, en disant bon, ben voilà, moi, dans ma smart wallet de data, voilà ce que j'accepte de faire de mes data. Et ensuite, il y a des négociateurs pleins d'IA qui vont dealer avec tous les sites pour être sûr que les conditions contractuelles que j'ai déterminées moi-même sont respectées. Et donc, on inverse la charge de la preuve. Alors ensuite, sur la trace peut-être. Parce que vous n'aurez plus beaucoup de temps pour en parler après. On dit, bon voilà, on donne ces données, mais il y a aussi une question qu'il faut se poser à nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on fournit autant de données? Et j'étais à Amsterdam au musée Van Gogh. Et j'ai eu une illumination, non pas en regardant les tableaux, mais en regardant les gens qui regardaient. C'est dommage. Et oui, mais je ne pouvais pas les regarder parce qu'il y avait trop de gens qui les regardaient. Et justement, en regardant les gens qui regardaient les tableaux, je disais, ils les photographiaient tous. Mais c'était pas. Je comprends qu'on prenne un selfie de soi-même avec l'autoportrait de Van Gogh, ça peut être amusant, ça fait un souvenir. Mais là, les gens prenaient des photos du portrait, alors que ces photos, évidemment, vont être mauvaises, vont être floues, il va y avoir une touffe de cheveux dans le côté gauche, et que bien sûr, elles sont disponibles en haute définition sur le net. Et pourquoi ce besoin, me suis-je dit, de laisser une trace? Et au fond, je pense que c'est quand même quelque chose de plus métaphysique que ce qu'on dit souvent, et que c'est lié un peu à la mort de Dieu. Parce que avant, on était tranquille, on se disait... rentrez dans la lumière quand vous nous dites ça, parce que là, vous prenez du recul. Avancez un peu qu'on vous voit en pleine lumière pour nous parler de Dieu. Parce qu'avant, on se disait, bon, tout ce qu'on a fait dans notre vie, c'est imprimé quelque part. Et au jour du jugement dernier, eh bien, quelqu'un aura tout regardé. Et au fond, qu'on soit du côté des bons ou des méchants, c'est assez rassurant d'imaginer que notre vie, elle est enregistrée quelque part. Et maintenant qu'on a perdu Dieu, on est dans ce monde sans trace, que décrit Sartre à la fin de L'être néant, d'ailleurs, quand il parle des pistes de ski. Et c'est ça l'existentialisme, on est sur une piste de ski, on ne laisse plus de traces. Et c'est ça qui est très angoissant. Et c'est pour combler cette angoisse, il y a des mouvements aux États-Unis de gens qui se prennent en photo automatiquement eux-mêmes, toutes les 30 secondes, et qui enregistrent... Non, mais ça, c'est des grands malades, c'est pas pareil. Oui, mais vous voyez, pourquoi prendre des photos au musée Van Gogh du portrait, si ce n'est pour laisser ces traces. Et donc, il faut aussi apprendre nous-mêmes à ne pas laisser de traces, à être intraçable, à enlever sa géolocalisation sur le téléphone portable, et à réapprendre à vivre dans l'angoisse d'un monde sans transcendance. Dans l'angoisse d'un monde sans transcendance, d'accord, ok. Bon, je suis désolée, Alexis, vous nous ramenez à des choses peut-être un petit peu plus terre à terre. Non pas que ce que Gaspard disait soit inintéressant, mais pas du tout. Mais non, mais vraiment pas. Mais comment faire alors, justement, pour décider, pour se protéger, pour se prémunir de façon consciente? Je pense qu'il y a au moins un point sur lequel on est d'accord, c'est le point de départ, de considérer aujourd'hui qu'effectivement c'est, avant que les données soient collectées et traitées, il faut qu'on détermine déjà est-ce qu'on consent à cette collecte et à ce traitement, et ensuite les conditions de cette collecte et de ce traitement. En revanche, là où je pense qu'on est radicalement en désaccord, c'est sur justement le concept de propriété qui, à mon avis, n'est pas adapté pour permettre un consentement libre, éclairé, et pour permettre de maintenir un contrôle sur la manière dont nos données sont traitées. Mais là où non, mais quand Gaspard dit tout à l'heure, il nous faut déterminer les conditions, parce que de toute façon, lire des conditions générales, en fait, ça prendrait 170 jours. Et ça, c'est le droit actuel. Comment l'avocat que vous êtes réagit à ça? Justement, moi, ce que je dis, c'est qu'en réalité, le droit actuel, c'est ça. Oui. Le droit actuel, c'est aujourd'hui, il y a à toute collecte et à tout traitement, il faut qu'il y ait une condition de licéité. Et il y a des conditions alternatives, et aujourd'hui, le modèle des géants de l'Internet repose sur le consentement à la collecte et au traitement. Et ce consentement, il doit être libre, et il doit être éclairé. Et lorsqu'on vous subordonne l'émission du consentement à l'accès au service, ce consentement n'est pas libre, il n'est pas éclairé. Et ça, c'est le droit d'aujourd'hui, c'est le droit positif. Et alors on pourrait rétorquer qu'en réalité, c'est illusoire, parce que ces géants font fi de notre consentement, et aujourd'hui, c'est en partie vrai, ils font fi de notre consentement. Si vous souhaitez accéder à Twitter ou à Facebook, vous ne pouvez pas y accéder si vous refusez la collecte et le traitement de vos données. Mais ça, c'est illégal. Et c'est d'ailleurs ce que
la CNIL le reconnaît, c'est d'ailleurs ce que toutes les CNIL européennes aujourd'hui reconnaissent. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs à la Quadrature, on a initié une action de groupe avec 12 000 personnes, 12 000 mandats français, et on a eu une première victoire avec nos amis européens de None of Your Business, Max Schrems, qui ont également saisi la CNIL là-dessus. On avait attaqué une partie des géants du net, et où la CNIL, il y a quelques semaines, a rendu une décision en condamnant Google à une amende de 50 millions d'euros. Donc on voit aujourd'hui qu'on commence à avoir une certaine forme d'effectivité. Ça n'est pas suffisant, et d'ailleurs le RGPD n'est pas suffisant. Une heure de Il va profit falloir aller pour Google. bien plus loin. Mais ça commence. Et je pense que la réponse, c'est mettons en action ces droits, et pas créer un nouveau droit. Mettons en action, développons éventuellement les droits qui sont dans le RGPD. Notamment, aujourd'hui, il y a la portabilité qui existe, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille de plus en plus vers l'interopérabilité des plateformes. Je pense que c'est ça la réponse à apporter. Alors, je sens que vous avez très envie de passer au deuxième round, justement, de cette bataille. Et Alexis, vous allez partir avec un petit avantage, parce que vous êtes en retard par rapport à Gaspard. À qui appartiennent nos données? Gaspard, vous voulez les contractualiser et finalement en tirer un profit personnel pour chacun d'entre nous. Alors, profit ou non, chacun ensuite, une fois qu'on installe un droit de propriété, les gens ont le droit de vendre ou de ne pas vendre. Votre maison, vous avez un droit de propriété dessus, vous n'êtes pas obligé de la vendre, mais néanmoins vous êtes protégé par la police et donc personne ne peut entrer dedans sans votre consentement. Mais je pense qu'aujourd'hui on est sur les datas un peu dans la situation des paysans du XIIIe siècle par rapport aux seigneurs. Et au fond, pour comprendre le problème des GAFA, il faut lire Braudel. Et on voit que pour conquérir le droit de propriété sur sa terre, sur la glèbe, parce que le cerf était attaché à la glèbe, ça a pris 7 siècles. Peu à peu, il a eu le droit de la transmettre en héritage, alors qu'avant, il y avait le droit de main morte du seigneur. Puis, il a eu le droit de l'aliéner, c'est-à-dire de la vendre à quelqu'un d'autre. Et en fait, le contrat originel, c'était tu es attaché à cette terre, toutes tes productions vont au seigneur, et en échange, tu as des services gratuits, ça vous rappelle peut-être quelque chose, la protection contre la guerre, l'usage du four, du moulin, de ce qu'on appelait les banalités. Et la conquête du droit de propriété, qui est un droit que maintenant on critique de manière folle, car c'est un droit incroyablement libérateur, incroyablement émancipateur. On peut parler de droit de propriété intellectuelle aussi. La conquête du droit de propriété, ça a été maintenant j'ai le droit de vendre mes propres produits sur un marché, et ça me rend plus libre. Et ça me rend plus riche aussi, mais ça me permet de déterminer moi-même l'usage que je veux faire de cette terre. Et la tenure sur la terre a été abolie par la Révolution française, et on voit que chaque révolution technologique élargit le droit de propriété. Vous avez eu l'imprimerie, ça donnait le droit d'auteur au XVIIIe siècle. La révolution industrielle, le brevet, qui permettait aux inventeurs de garder le droit de propriété sur une production intellectuelle et d'être justement rémunérés. Et donc aujourd'hui, il est très logique que ce droit de propriété, qui a toujours été une conquête de la société, et pas seulement drivé par de purs motifs économiques, s'étende aux données que nous produisons. Parce que ce qui se passe, c'est que nous sommes devant Facebook, nous produisons énormément de valeur, on peut discuter du pricing exactement des data, mais enfin nous produisons de la valeur, et Facebook récolte tout, et en échange nous offre un service gratuit. Et nous sommes exactement dans la même situation, il faudrait pouvoir valoriser tout ça. Et vous avez un activiste anglais qui a pris l'ensemble de ces données Facebook, et sur 10 ans, et qui les a mis en vente sur eBay, en disant puisque Facebook fait du profit avec mes datas, parce que le profit de Facebook c'est uniquement fait sur vos datas et sur ensuite le retargeting publicitaire, eh bien moi je vais les vendre directement après tout. Et le plus intéressant de l'affaire, ils ont mis aux enchères sur eBay, je crois que c'est monté jusqu'à 500 $ pour 10 ans, c'est pas beaucoup, mais enfin c'est intéressant quand même. Achetez mes vidéos de chats. Et le plus intéressant, c'est que eBay a retiré l'enchère en disant c'est pas légal. C'est pas légal parce que quand vous avez cliqué sur les Terms and Conditions de Facebook, vous avez abandonné ce droit d'usage et ce droit de faire fructifier, parce que je vous rappelle que le droit de propriété, c'est l'usus, le droit travaille dessus aujourd'hui, c'est l'abusus, c'est possible le droit à l'oubli, mais c'est aussi le fructus, la possibilité, ou non, encore une fois, de récupérer une partie de la valeur que nous produisons aujourd'hui. Alors Gaspard, je voudrais quand même donner la parole à Alexis. Justement, sur cette proposition, Alexis Fride-Jean, bien finalement de pouvoir avoir la main sur ses propres données et les commercialiser. Non, en fait, je pense que déjà, pour moi aujourd'hui, la question elle est mal posée. À qui appartiennent nos données? La réponse c'est à personne. Si ce n'est éventuellement à notre humanité, mais même pas à nous en tant que comment dire, qu'individu d'une société de consommation, mais à notre humanité. Pourquoi? En réalité, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, je trouve que l'exemple féodal est intéressant parce que lorsqu'on regarde exactement la structure des pouvoirs dans la féodalité sur un terrain, en réalité, on se rend compte qu'il y avait
un enchevêtrement de pouvoir et une superposition de droits sur un même terrain. Il y avait par exemple le droit du serf, le droit du seigneur, mais également le droit de l'Église de lever une imposition, et ensuite, progressivement, le droit de la royauté. Donc on se rend compte qu'en réalité, au-delà du droit de propriété, il y a d'autres types de droits qui peuvent venir permettre d'avoir du pouvoir sur des personnes ou sur des biens, sur des choses, et sur Aujourd'hui, l'Église, c'est la CNIL. Non, l'Église n'est pas la CNIL. Donc pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est un petit peu d'ailleurs la même manière que l'État. Aujourd'hui, moi, sur ma propriété, qui est pourtant ma propriété privée, par exemple si j'ai une maison, l'État a quand même une forme de pouvoir et de droit sur cette propriété-là. Donc on se rend bien compte qu'en réalité, la propriété ne permet en aucun cas d'avoir une exclusivité totale des droits dessus. Et alors pourquoi est-ce que ça serait une mauvaise idée? C'est que déjà, l'objet qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, c'est les données à caractère personnel. Mais qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel? Est-ce que c'est une donnée qui ne vous concerne que vous? Ou est-ce que c'est une donnée qui concerne les autres? Si tout à l'heure, vous partez de l'événement du Whoop et vous avez un accident de voiture, est-ce que c'est une donnée qui vous appartient? Est-ce que c'est une donnée qui appartient, si vous prenez un taxi, également au chauffeur de taxi? Est-ce que c'est une donnée qui appartient aux autres personnes qui sont concernées par l'accident de voiture? Et en réalité, lorsqu'on regarde concrètement l'ensemble des données à caractère personnel aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une très forte dimension sociale à ces données, qui peuvent parfois d'ailleurs être considérées comme des sortes de coordonnées sociales, qui est un concept qu'on essaie de développer à la Quadrature du Net. Et on se rend compte qu'en réalité, elles sont effectivement personnelles, parce qu'elles vont révéler des choses très intimes sur moi, mais elles révèlent également des choses sur la collectivité. Prenons par exemple mes données génétiques. Mes données génétiques, c'est des données à caractère personnel qui vont révéler des choses à la fois sur mes ascendants, sur mes descendants, mais également sur mes frères, sur mes sœurs, et peut-être même sur vous, en réalité. Parce que si on arrive à agglomérer suffisamment de données génétiques, on va pouvoir tracer un profilage suffisamment précis des personnes. Donc on se rend compte que déjà, l'objet qu'on étudie se prête mal à une appropriation. Ça, c'est ma première idée. La deuxième, si j'ai encore un peu de temps. Allez-y rapidement. Oui. La deuxième, c'est la valorisation de ces données. Parce que l'idée, si je comprends bien, c'est on part d'une constatation que ces géants de l'Internet gagnent des fortunes sur notre dos, si je résume l'idée. Très bien. Mais qu'est-ce que vaut mes données à moi? Et qu'est-ce que vaut les données de chacun d'entre vous prises de manière individuelle? Eh bien, elles ne valent pas grand-chose. Pourquoi? Parce que la valeur d'une donnée, elle dépend de ses liens, elle dépend de sa contextualisation, elle dépend de son traitement, elle dépend de son agglomération. Une donnée simple, une donnée seule, ne vaut rien. Vous êtes en train de faire du journalisme? C'est incroyable de mettre les choses dans leur contexte comme ça. Ça me donnerait presque envie de refaire ce métier. Gaspard, bon, Oui, alors je vais répondre. On n'est pas tout seul? Alors, En fait, parce que là, vous nous dites, oui, contractualisons nos données, chacun, et décidons ce qu'on en fait. Mais si j'entends bien Alexis, on n'est pas tout seul, et on n'est pas les seuls concernés par nos bien propres sûr, données. mais j'inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que bien sûr que le droit de propriété connaît des limitations. Bien sûr que, par exemple, on peut imaginer être exproprié de ces données de santé ou de ces données fiscales pour des raisons de police, pour des raisons de lutte contre les épidémies. Mais simplement, on part de la propriété privée. Après, il y aura des circonstances où, effectivement, ces données seront partagées. On peut imaginer d'ailleurs qu'il y ait des accords du coup, qui se passent contractuellement entre le passager et le chauffeur de taxi sur les données d'itinéraire, sans qu'on ait besoin de le faire, que tout ça soit automatisé, entre soi-même et le médecin pour savoir qui va être le propriétaire final du scan. Bon. Donc, bien sûr que c'est compliqué, mais on peut maintenant inventer des systèmes. Il y a beaucoup de startups, justement, qui commencent à pousser sur la question de la monétisation des données personnelles, en travaillant dans une sorte de zone grise du droit, où on va pouvoir, de manière complètement automatisée, avec pas mal d'intelligence artificielle, et pourquoi pas, nous, c'est ce qu'on avait proposé dans notre rapport, puisque le think tank que je dirige a publié un rapport quand même assez substantiel avec des juristes et des computer scientists sur ce sujet, avec des systèmes de blockchain qui permettent justement de tracer la donnée, de voir les connexions qu'elle a avec d'autres, et de redonner à chacun, grosso modo, ce qui lui appartient. Après, sur la question de la valorisation, c'est une question compliquée. Nous, on essaye de faire justement un deuxième rapport avec des économistes pour modéliser le prix de la donnée. C'est compliqué. Vous avez des gens qui disent un peu tout et son contraire. Vous avez des économistes aux États-Unis qui ont dit c'est 1 000 $ par Américain et par mois. Vous avez des gens qui disent ça vaut rien. Ça dépend des données, ça dépend des contextes, ça dépend de ce que vous souhaitez en faire. Par exemple, les scans médicaux aux États-Unis, des pathologies rares avec un parcours individuel qui a été informé valent des milliers de dollars pour un batch de données seul. Bon. Ensuite, vos données peuvent valoir pas grand-chose, mais rien que ce pas grand-chose, de pouvoir le quantifier, de pouvoir dire, comme dit Jaron Lanier, qui moi m'a illuminé sur ce sujet, Jaron Lanier, Who Owns the Future, c'est la Bible sur ces questions. C'est d'ailleurs intéressant parce que c'est un libertaire
des années 80-90, qui justement a compris que la gratuité du net qu'il avait poussé dans sa jeunesse était un piège et qui, au nom des mêmes principes de liberté qui lui avaient fait épouser l'Internet libre, plaide maintenant pour une rémunération des données sous forme de micro-paiement. Même le fait de pouvoir pricer des choses, même si c'est des poussières de centimes, permet d'établir des rapports de pouvoir et permet d'établir un véritable marché là où vous avez un phénomène de spoliation. Zone grise du droit, quelque chose me dit que ça ne vous plaît pas, Alexis Frison. Zone grise du droit, la propriété des données. Sur la monétisation, il y a des startups qui travaillent déjà sur la monétisation en profitant d'une sorte de zone. C'est pas du tout une zone grise du droit. En l'état, enfin ma connaissance, en tout cas au moins en France, en Europe, ça n'existe pas. On ne peut pas. Si. D'ailleurs, même au-delà des données à caractère personnel, même une donnée qui n'est pas à caractère personnel aujourd'hui ne peut faire l'objet d'une appropriation que dans des cas très spécifiques. Par exemple, en fait, en réalité, aujourd'hui, le droit protège la structure des bases de données et pas le contenu des bases de données. C'est ça qui est scandaleux. Et non, parce que vous avez un droit de propriété sur la database. Sur la database, donc l'agrégateur, lui, est rémunéré. On va laisser Alexis répondre. Je voudrais juste terminer sa phrase au moins. Donc voilà, aujourd'hui, on protège les bases de données, on ne protège pas les données, on protège parfois des données, par exemple, lorsqu'elles sont originales, parce que ça devient une œuvre, donc il y a un système de protection ad hoc qui existe, mais une donnée en soi, l'information est libre. Sa circulation est libre. Et donc les données à caractère personnel, c'est la même chose. Et c'est pour ça que moi je suis assez circonspect quand j'entends qu'aujourd'hui la propriété des données personnelles est possible. Ça me semble radicalement contraire avec les droits du RGPD. Aujourd'hui, oui. un des droits fondamentaux qui vous est octroyé, c'est justement de pouvoir émettre votre consentement et de pouvoir le retirer à tout moment. C'est de pouvoir le mettre pour chaque finalité. Lorsque vous cédez des données, si on devait reconnaître un droit de propriété, vous n'aurez pas de contrôle sur les finalités qui sont utilisées. Vous ne pourrez pas retirer votre consentement. Vous avez également un droit de modification des données erronées. Comment le mettre en musique si on décidait de créer un droit de propriété? Alors moi j'ai un cas très précis à vous poser. On a dépassé le temps du deuxième round, mais le fait du prince, ou plutôt de la princesse, j'ai du temps en plus. Donc je vous pose un cas très précis et je vous demande vraiment chacun une réponse courte. C'est un cas qui a existé d'un patient qui souffrait d'une maladie grave, qui a pu être soigné de cette maladie grâce à une technique qui jusqu'à maintenant n'était pas utilisée, donc, mais qui était plutôt, c'est pas vraiment un essai, mais un protocole un peu différent qui avait été élaboré par ces médecins, et qui, quand il a été soigné, a considéré qu'il ne voulait pas que ces données médicales et que le protocole mis en place soient divulgués parce qu'il considérait que ça relevait de sa vie privée. Et certes, il avait été guéri, mais il n'a pas spécialement envie d'en faire profiter les autres. Bon, on peut considérer que ce n'est pas très fair de sa part, mais c'était sa décision. Et cet homme a été condamné en justice à plusieurs reprises, enfin à plusieurs instances, pour avoir voulu garder la propriété de ces données et ne pas ne pas les avoir partagées. Alors, en fait, je connais pas suffisamment bien le droit des États-Unis, je suis pas sûr que ça soit un droit de propriété, mais peut-être qu'ils l'ont reconnu. Non. Mais en réalité, ici, moi j'ai deux réponses à donner. La première, c'est que le droit qui est octroyé aux données à caractère personnel, il ne l'est que lorsque c'est des données qui sont justement à caractère personnel. Une fois que vous cassez ce lien qui permet de réidentifier la personne, ça n'est plus une donnée à caractère personnel. Les Allemands parlent de dépersonnalisation d'ailleurs. Et à ce moment-là, ces données, le droit des données à caractère personnel ne s'applique plus. Et on pourrait imaginer de toute façon, et d'ailleurs je ne maîtrise pas suffisamment la question, mais il me semble qu'il y a des exceptions en matière de recherche, et si ça n'existe pas, on pourrait tout à fait les imaginer, mais il me semble que ça existe, des exceptions qui permettent justement d'utiliser des données dans ce type de contexte à partir du moment où on les anonymise, de manière à en faire bénéficier la communauté et la collectivité. Et pour cela, il n'y a pas besoin de reconnaître un droit de propriété. Gaspard, c'est une logique, très vite. Une logique extrêmement dangereuse parce que toute donnée personnelle peut être utile pour la collectivité d'une certaine manière. Vos données d'énergie, l'heure à laquelle vous mettez votre bouilloire en route, permettra de faire économiser de l'énergie et donc de rendre la planète plus vivable. Voilà. Sur le cas que vous citez, moi j'ai une réponse hyper simple, hyper claire. S'il veut conserver ces données, il faut qu'il paye davantage d'assurance santé. Il faut qu'il dédommage la collectivité pour le coût, l'externalité négative qu'il lui crée en ne partageant pas ces données. Voilà. Et donc c'est du coup un système assez simple où quand vous voulez être égoïste, vous admettez que votre comportement est suboptimal pour le groupe et donc vous, dans un système qui est justement un système de marché, vous payez davantage.
Alors, on va passer au troisième round. Le traitement de nos données, c'est un projet politique. Finalement, ce que vous disiez à l'instant me faisait penser à ça. Je me dis, voilà, il faudrait non seulement un projet politique, mais aussi un État très volontaire. Alors, la blockchain, on l'a déjà fait. Il faudrait un État très volontaire pour décider que faire de ces données et comment les monétiser et pour qui. Je vais commencer avec vous, Alexis. Enfin, je pense que vous avez compris que donc moi je suis contre la monétisation de données à caractère personnel. En revanche, je pense que sur le projet politique, bien évidemment, il faut qu'il y ait une prise de conscience, je pense qu'il est en train, on sent un petit peu les prémices, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience véritable et profonde dans la totalité de la population sur l'impact, l'importance que le traitement de nos données peuvent avoir sur nos vies, mais également sur nos sociétés. Ce matin, tout à l'heure, j'entendais, on a beaucoup parlé du scandale Cambridge Analytica. Et Cambridge Analytica, ça montre bien qu'on est passé au départ d'une logique de collecte et de traitement pour arriver à prévoir des comportements d'achat, puis ensuite à inciter et à influencer des comportements d'achat pour arriver jusqu'à l'acte d'achat. Et on passe aujourd'hui dans la sphère politique pour prévoir des comportements de vote et de manière ensuite à les inciter pour passer et influencer à l'acte de vote. Et ça, c'est grave, parce que dans nos démocraties où en réalité toute la légitimité du pouvoir vient du peuple, il faut que l'émanation de ce pouvoir provienne d'un consentement qui soit autant que possible libre et éclairé. Donc je pense qu'effectivement, il faut prendre conscience de ces risques, de ces enjeux de société. Vous avez une vidéo qui a été tournée par je crois que c'est le patron de GoogleX. GoogleX, c'est le centre de recherche de Google, en 2016, qui a été diffusée je crois que c'est il y a un an, qui s'appelle The Selfish Ledger. Et qu'est-ce qu'il explique dans cette vidéo? Il explique qu'il souhaite capter la totalité de nos données pour arriver à prévoir tous nos comportements et à les influencer derrière. Alors bien évidemment, ils mettent en avant des influences qui sont censées être positives. Par exemple, essayez de faire en sorte que vous arrêtiez de fumer. Mais déjà, premièrement, c'est à vous de décider ça. Et deuxièmement, qui nous dit qu'en réalité ça va s'arrêter à ce qui est positif? Et puis qui décide ce qui est positif? Donc bien évidemment que c'est un projet de société. Même un projet politique. Gaspard? D'abord, j'en profite pour dire que je suis quand même largement d'accord avec le constat. Oui, Constat qui est fait. Après, c'est les outils qu'on déploie qui sont différents. Ensuite, sur le projet politique. On parlait de souveraineté européenne tout à l'heure. Oui, alors là, je pense qu'il y a un rôle très clair pour l'État. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le libéralisme, c'est pas le capitalisme sauvage, etc. C'est au contraire une philosophie. Mais non, c'est une philosophie de la régulation. C'est toujours été. La régulation, c'est toujours né du marché. Commencé dans les foires du Moyen Âge. Passons. Mais aujourd'hui, ça demanderait effectivement une action des pouvoirs publics, notamment simplement l'octroi d'un droit de propriété. Nous, on a proposé d'ajouter quelque chose dans le code de la propriété intellectuelle, d'ailleurs, ce qui permet de répondre à des objections précédentes. Mais ça avance. En France, vous avez un député comme Bruno Bonnell qui s'est saisi du sujet, qui a essayé de faire une proposition de loi, qui s'est bien sûr fait taper dessus par l'establishment CNIL/gouvernement. Aux États-Unis, le gouverneur de l'État de Californie a fait un discours très important dans son State of the State Address, un discours annuel, où il a dit qu'en effet, c'était injuste que les gens qui fournissent de la valeur pour les grands GAFA qui sont basés en Californie n'en retirent rien, sinon donc c'est service gratuit, et que donc il proposait de mettre en place un dividende sur les datas. Alors comment ce dividende va être conçu, on ne sait pas du tout. Pour le moment, c'est juste une phrase, mais c'est une phrase qui fait beaucoup de bruit et qui montre que notamment aux États-Unis, le débat fait rage. Vous avez des gens comme Glenn Whale qui publient des articles de recherche constamment pour essayer de pousser ce débat. Alors lui, il considère que la donnée, c'est du travail, data is labor. Nous, on considère que la donnée, c'est du capital, data is capital. Mais au fond, c'est pareil, il faut du coup en tirer une contrepartie. Donc je pense que c'est un débat qui avance dans le monde, même si l'Europe a cette espèce d'étrange, alors que c'est elle qui en est l'inventeur historique, réticence vis-à-vis d'un droit qui est très beau, qui est le droit de propriété. Après, sur justement les questions de nudge, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai passé plusieurs mois à faire des enquêtes sur l'intelligence artificielle en Chine et aux États-Unis. Et si vous voulez voir un système complètement collectiviste où toutes les datas sont utilisées pour que tous les comportements puissent potentiellement à l'avenir être orientés, allez à Beijing. C'est très impressionnant ce qui se passe. Les Chinois appellent ça le lac de data. C'est-à-dire que justement avec cette logique que les données appartiennent à l'humanité,
et bien du coup, les entreprises privées donnent les données au gouvernement et réciproquement. Elles se les partagent entre elles, parce que plus vous avez de data, plus vous pouvez influencer un comportement, mais y compris d'ailleurs des comportements qui vous sembleraient ininfluençables. L'amour, par exemple, chez Audrey. Eh bien, j'étais voir des sites battle sur l'amour. Des sites de dating en Chine qui vous expliquent comment précisément en utilisant des données qui n'ont rien à voir avec les préférences physiques, sexuelles ou amoureuses, mais des données financières, des données médicales, des données d'éducation, c'est-à-dire en rassemblant, en agrégeant le maximum, ils arrivent à déterminer de manière extrêmement précise, avec une efficacité très forte, les probabilités de matching qui marchent en plus, ça qui est encore plus déprimant. Ah et bon, ça va... les gens se mettent ensemble pour l'argent, dis Comment donc. Non, justement, il n'y a pas d'argent. Simplement qu'avec toutes ces données, ils arrivent à matcher les individus de manière extrêmement précise. Et si vous voulez, ça participe d'une contestation académique de l'idée de libre arbitre aujourd'hui. Donc, les psychologues à la Kahneman, l'économie comportementale à la Teller ou les neurosciences à la Dehaene, toutes réfutent l'idée que l'individu soit doté d'une forme d'autonomie cognitive. Et c'est très fondé scientifiquement. C'est des choses qu'il faut prendre au sérieux, mais ça va ensemble. Ce mouvement, et c'est très dangereux parce que ça sape le fondement libéral de nos sociétés, qui sont quand même, en Occident, fondées sur l'idée que je suis responsable de mes actions et que je peux en subir les conséquences, y compris pénalement. Or, aujourd'hui, vous avez des chercheurs à Stanford qui vous voulez avoir le dernier mot tout à l'heure, il faut garder un petit peu de temps. Donc, en tout cas, ces histoires de nudge sont très importantes, sont liées à la production de data, et la propriété permet pour moi de choisir son nudge, de dire voilà, j'ai mon contrat de data et je dis dans quel secteur j'accepte de me faire nudger et donc je rétablis mon libre arbitre en amont. Alexis, les citoyens doivent déjà se protéger des GAFA. D'ailleurs, on ne parle que des GAFA, mais il y a aussi des grands opérateurs chinois, indiens qui évidemment collectent des données et sont particulièrement puissants également. Ils doivent aussi se protéger de leurs propres États. Oui, en fait aujourd'hui, effectivement, c'est une problématique assez importante. On assiste aujourd'hui à une émergence d'états de surveillance et en fait à une sorte de partenariat entre la société, les sociétés commerciales et l'État qui permettent de surveiller la population. Il y a la surveillance privée qui est faite pour faire de la publicité ciblée, puis il y a la surveillance d'État qui est faite pour essayer de contrôler la population, parce que c'est du pouvoir, hein, le fait de ficher des gens et de les surveiller, c'est une forme de pouvoir. Alors sous couvert, bien évidemment, de lutte contre le terrorisme, etc. Mais juste pour répondre peut-être sur le libre arbitre tout à l'heure, je trouve que le libre arbitre, c'est une idée qui est magnifique, et je pourrais peut-être être d'accord sur beaucoup de choses par rapport à ça, mais moi, il y a un point qui me pose problème, c'est que ça, c'est valable sur un marché où les conditions de la concurrence pure et parfaite sont réunies. Et en matière de données à caractère personnel, c'est probablement le marché où les conditions de la concurrence pure et parfaite sont le moins réunies. Il y a une asymétrie d'information et de pouvoir entre ces géants et les individus qui est gigantesque. Et donc c'est ça qui ne permet pas en réalité de négocier, au-delà même des considérations philosophiques, c'est ça qui ne nous permet pas en réalité d'avoir cet impact-là. Et aujourd'hui, le RGPD offre, et le droit des données à caractère personnel, je vous rappelle peut-être que c'est considéré comme des droits fondamentaux aujourd'hui. Hein. Les premières phrases du RGPD, si un jour vous le lisez ou si vous l'avez lu, c'est le droit des données à caractère personnel est un droit fondamental. Et c'est ça d'ailleurs la différence principale entre la Chine et nous. Bien évidemment qu'en Chine, il n'y a pas de droit des données à caractère personnel et donc que l'État fait ce qu'il souhaite. Alors qu'en Europe, à partir du moment où vous devez donner votre consentement qui doit être en plus libre et éclairé et qui s'applique aussi pour les administrations, c'est pas que pour les entreprises privées, eh bien un système comme vous l'avez décrit n'est absolument pas possible, en tout cas n'est absolument pas légal. Donc je pense que c'est une réponse aujourd'hui, en tout cas c'est l'état du droit, et aujourd'hui ça fonctionne. Même si en fait vous avez peut-être l'impression que ça ne fonctionne pas parce que dans les faits, ces géants en font fi pour l'instant, mais on est en train de mettre en œuvre ces droits-là. C'est long, ça prend du temps, le RGPD, je vous rappelle, ça entre en application qu'en mai. Alors bien évidemment, il y a toute une partie panoplie des droits qui existaient déjà, mais les fortes sanctions qui permettent de rendre ces droits effectifs, elles ne sont là que depuis moins d'1 an. Et il appartient ensuite à chacun de s'en saisir. Et juste pour terminer, je voudrais juste rappeler une chose, c'est que lors de l'audition de Mark Zuckerberg au Congrès des États-Unis, à propos du scandale Cambridge Analytica, a été évoqué le fait qu'en Europe, il y avait le RGPD. Et alors, je ne pense pas que le RGPD soit adopté aux États-Unis, mais ça a marqué les sénateurs qui étaient en train d'interroger Mark Zuckerberg. Et c'est, à mon avis, la solution à suivre, c'est celle de protection de nos droits et une alternative
au droit de propriété, qui, à mon avis, pas du tout la bonne solution. Merci, Alexis Filjean. Gaspard, c'est un mot, c'est pas deux, hein, c'est un seul. Alors, sur les asymétries, pour commencer. Non, c'est pas pour commencer. Et alors, pour finir avec une phrase, Oui. c'est que pourquoi donc la logique des droits fondamentaux serait contradictoire avec la logique patrimoniale? Dans notre société, dans notre vie de tous les jours, nous avons les droits de l'homme qui nous garantissent un certain nombre de droits, et nous avons aussi une couche ensuite de marché qui se surajoute. Donc les deux logiques ne sont absolument pas contradictoires, et moi j'applaudis le RGPD, et la portabilité des droits que offre le RGPD permettra d'ouvrir naturellement la voie à la patrimonialité qui sera son acte 2. Merci à tous les deux, merci de les applaudir tous les deux pour le moment. Ça va être le moment de voter pour le public. Alors, avez-vous été convaincu par Gaspard Koenig? Ben, moi aussi. Oui, tu as le droit de t'applaudir aussi. Et avez-vous été convaincu par Alexis Filjean? Léger avantage. Bon, on va dire qu'il y a quand même un léger avantage. Je veux dire que je suis parfaitement conscient que je lutte contre le consensus en place. Mais on se retrouve dans 10 ans. Oui, même moins. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de les applaudir à nouveau. Alexis Filjean et Gaspard Koenig, je vous laisse retrouver vos places tous les deux.